Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire, cet incontournable de notre saison fiscale et sociale qui est le webinaire avec notre partenaire de l'URSSAF et qui abordera notamment la loi de financement de la sécurité sociale, mais aussi euh, tous les services qui sont proposés par l'URSSAF. Et je laisse tout de suite la parole au directeur de l'URSSAF, M. Franck Barba. Bonjour à tous. Merci Monsieur le Président, merci Nicolas. C'est vrai, comme tu le disais, ça commence à devenir un classique, cet événement autour de l'URSSAF et des experts comptables. Donc moi, je suis ravi qu'on puisse travailler avec vous, avec l'ordre, au service des experts comptables pour présenter à la fois des sujets juridiques, mais également notre actualité, l'offre ex aequo aux experts comptables, mais également notre actualité, c'est aussi des sujets autour de l'actualité de la DSN. Mais là, mes collègues vont vous en parler beaucoup mieux que moi. Donc, je crois que c'est Séverine Oui, qui prend l'animation de cette réunion. oui. Donc, bonne Alors, réunion à tous. merci à tous les deux. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par l'URSSAF PACA et par le Conseil de l'Ordre des experts comptables. Donc, aujourd'hui, vous souhaitez tout savoir sur les nouvelles mesures 2024, mais également sur l'offre dédiée aux experts comptables et sur la DSN. Ce direct est donc fait pour vous. Merci à Monsieur Barbe et à Monsieur Ferrand. Cette webconférence sera divisée aujourd'hui en 3 parties. La première abordera les nouvelles mesures 2024 et sera animée par Jocelyne Cusocoli en sa qualité de correspondante juridique et de Laurent Pintori, responsable adjoint de contrôle. La seconde partie sera consacrée à l'offre expert comptable et sera animée par Agnès Selletti, référente du recouvrement. Et pour finir, Aurélia Mazar, référent technique accompagnement TPE-PME, vous présentera la DSN. Alors bonjour à tous. Et quelques modalités pratiques avant de débuter cette présentation. Donc, nous serons ensemble pour une durée de 90 minutes aujourd'hui. Vos caméras et micros seront coupés pendant cette présentation. Cette séquence est enregistrée et le replay sera accessible directement sur le site internet de l'Ordre des experts comptables. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous relayer des informations importantes sur les différents sujets abordés. Et un temps de questions-réponses est prévu à la fin de cette présentation. Je vous invite donc à poser vos questions directement via le fil de discussion. Et une fois vos questions, vous sera adressée post-intervention. Les questions relevant de cas particuliers peuvent être traitées post-intervention et je vous engage donc à vous rapprocher directement du Conseil de l'Ordre qui fera le lien avec nos services de l'URSSAF. Vous recevrez le support de présentation et votre attestation de présence par mail directement par le Conseil de l'Ordre des experts comptables. Enfin, un questionnaire de satisfaction vous sera relayé a posteriori. Je vous propose à présent de débuter cette webconférence et d'aborder notre premier sujet. Et je laisse la parole à Jocelyne et Laurent. Oui, bonjour à tous. Alors donc nous allons vous présenter les mesures qui sont issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et la loi de finances pour 2024. Alors s'agissant de la loi de finances 2024, financement de la sécurité sociale pour 2024, même si elle est axée essentiellement sur la prévention, sur l'accès aux soins, le soutien à l'autonomie, à la lutte contre la fraude sociale, et en cela moins dense que les années précédentes en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales. Elle comporte néanmoins un certain nombre de mesures portant sur l'affiliation, sur les taux de cotisation, des modifications de quelques dispositifs d'exonération et de lutte contre la sous-déclaration ou des pratiques frauduleuses. Donc, nous allons vous présenter les principales mesures qui impactent les cotisations et les contributions de sécurité sociale. Des mesures qui concernent les travailleurs indépendants, parmi lesquels on retient la déclaration unique des indépendants, avec la déclaration unifiée qui est issue de la fusion des déclarations fiscales et sociales
pour la déclaration des revenus sur le site impôts.gouv.fr, le volet social qui a remplacé la déclaration sociale des indépendants depuis 2021. Cette déclaration de revenus des indépendants unifiée est étendue aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, donc une seule déclaration pour le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions de l'impôt. C'est l'administration fiscale qui communique les revenus à l'URSSAF, sauf pour les déclarations rectificatives des revenus qui sont effectués par les travailleurs indépendants. Donc, à titre transitoire, il est prévu pour les travailleurs indépendants qu'ils communiquent directement auprès de l'URSSAF leurs déclarations rectificatives. Ensuite, la loi modifie le dispositif concernant l'option pour les taux spécifiques de retraite complémentaire des professionnels libéraux non réglementés, avec une suppression du droit d'option. Un petit retour en arrière. Lorsque le professionnel libéral non réglementé a fait le choix, suite à la réforme de 2018, à compter donc du 1er janvier 2019, d'être affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour son assurance retraite, afin d'atténuer les différences de taux de cotisation entre les deux régimes, le régime de retraite complémentaire des professionnels libéraux et celui du régime général des travailleurs indépendants. Ces professionnels libéraux pouvaient bénéficier de taux spécifiques de cotisation de retraite complémentaire. Ces taux spécifiques pouvaient être nuls, hein, donc en contrepartie, donc zéro cotisation, mais également zéro droit à la retraite complémentaire. Donc ce droit, cette possibilité de demander le bénéfice de taux spécifiques est supprimée, hein, puisque la loi y a mis fin au 31 décembre 2023. Donc actuellement, des taux applicables pour la retraite complémentaire dès lors que le professionnel libéral non réglementé opte pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les taux de droit commun qui sont donc de 7% en fonction du montant du revenu, 7 ou 8%. Voilà. Une mesure qui concerne la filiation des pédicures et podologues. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 avait permis aux pédicures et podologues de demander à ne plus être affiliés au régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, hein, pour les pédicures et podologues qui exercent leur activité dans le cadre conventionné. Vous pouvez demander à bénéficier du régime des professionnels, des praticiens auxiliaires médicaux non conventionnés. Ce droit d'option est prorogé jusqu'au 31 juillet 2024. Donc, pour tous ceux qui ont fait la demande de bénéficier du régime des professionnels, des PAM, hein, des PAM non conventionnés avant le 31 décembre 2023, ont basculé au 1er janvier 2024. Et pour ceux qui feront la demande en 2024 et jusqu'au 31 juillet 2024, basculeront au 1er janvier 2025 dans le régime des PAM non conventionnés. Alors, une autre réforme, hein, qui est portée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui avait déjà été annoncée par la loi de finances rectificative de la sécurité sociale de 2023, concerne la réforme de la base de calcul des cotisations et contributions sociales. Alors, elle sera applicable aux revenus de 2025. Le principe, c'est une base de calcul de cotisation sociale et celle de CSEG-CRDS unique. Un petit peu d'histoire, hein. Actuellement, la base de calcul
des cotisations de sécurité sociale est calculée sur la base du revenu net de charge. La CSG, la CRDS est calculée sur la base de cette assiette dans laquelle on réintègre les cotisations sociales obligatoires et la CSG déductible. Donc, deux assiettes avec une complexité de calcul et par ailleurs une part contributive à la CSG-CRDS plus importante pour les travailleurs indépendants que pour les salariés. Avec la réforme qui prévoit une assiette unique, identique pour les cotisations sociales et les contributions sociales, là, cette base de calcul sera le revenu d'activité, le revenu net de charge auquel on appliquera, ce revenu d'activité sera abattu d'un montant forfaitaire fixé à 26%, qui est représentatif des cotisations et contributions sociales obligatoires. Sachant que cet abattement ne peut pas être inférieur à un plancher qui correspond à celui de la cotisation minimale d'assurance vieillesse, ni être supérieur à un plafond qui est ce qui correspond au minimum égal au plafond annuel de la sécurité sociale. Donc voilà, avec cette assiette unique, on a une simplicité de calcul et une équité dans la part contributive aux charges, à la CSG et CRDS dans les charges sociales. Ensuite, une autre mesure prévue par la loi de financement. La modification de la cotisation maladie et indemnité journalière. Actuellement, pour le calcul de la cotisation maladie des artisans, commerçants et professions libérales non réglementées, il y avait une assiette, puisque ça est entré en vigueur au 1er janvier, il y a une assiette minimale pour le calcul de la cotisation maladie, qui n'existe pas pour les professions libérales. Cette assiette minimale est supprimée. De là, évidemment, a été restructuré le Code de la sécurité sociale et notamment les articles qui sont relatifs à ces deux cotisations, à la cotisation maladie et indemnité journalière pour les travailleurs indépendants, de sorte à ce qu'il y ait un article qui prévoit la cotisation maladie des artisans et commerçants et des professions libérales non réglementées et l'article qui correspond aux cotisations des indemnités journalières. Une mesure qui est importante et qui est portée par la loi de financement de la cotisation de la sécurité sociale et qui entrera en vigueur en 2026 sur les revenus de 2025, c'est une obligation qui est le précompte, la déclaration et le précompte des cotisations sociales par les plateformes numériques auxquelles ont recours les micro-entrepreneurs pour leur activité professionnelle. Donc, la loi de financement de la sécurité sociale de 2024 modifie ce système de collecte des cotisations, des contributions et des taxes, éventuellement le prélèvement libératoire qui sont dus par les micro-entrepreneurs qui ont recours aux plateformes pour leur activité professionnelle en créant cette obligation. Alors, on a un petit schéma qui va illustrer le nouveau processus qui correspond à cette nouvelle obligation. Actuellement, le micro-entrepreneur s'inscrit sur la plateforme, effectue sa prestation. La plateforme verse le chiffre d'affaires qui correspond à cette prestation. L'auto-entrepreneur déclare son chiffre d'affaires à l'URSSAF, qui calcule le montant des cotisations, communique au micro-entrepreneur, qui
paie ses cotisations et contributions sociales, éventuellement le prélèvement libératoire. Regarde la mesure, de la nouvelle mesure qui est portée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le process est un peu modifié. Et tout ça dans le but de lutter contre la sous-déclaration des revenus des micro-entrepreneurs. Le micro-entrepreneur s'inscrit sur la plateforme, il effectue sa prestation. La plateforme communique via une application et des logiciels, communique à l'URSSAF le montant du chiffre d'affaires ou des recettes qui ont été réalisées par le vendeur ou le prestataire de service à l'URSSAF. L'URSSAF calcule le montant du précompte, le communique à la plateforme, laquelle verse le chiffre d'affaires déduit du montant précompté calculé par l'URSSAF à micro-entrepreneur. Et la plateforme paie les cotisations à l'URSSAF. Voilà. Donc la responsabilité du paiement des cotisations repose sur la plateforme. Alors, je disais que l'application était prévue sur les revenus donc de 2026, pardon. C'est applicable en 2027, pardon, excusez-moi, avec une application quand même qui sera faite en 2026 pour les plateformes qui répondent à un certain critère et selon des modalités qui doivent encore être définies par décret. Voilà. Une autre mesure qui concerne le calcul de l'effectif d'alternants dans les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification pour le paiement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Je rappelle rapidement que cette contribution est due par les entreprises qui ont plus de 250 salariés, qui ont moins de 5% d'effectifs d'alternants. Avant 2024, le 1er janvier 2024, les salariés qui étaient sous contrat de professionnalisation d'apprentissage qui étaient mis à disposition par ce groupement d'employeurs auprès de leurs entreprises adhérentes, cet effectif était pris en compte dans le calcul de l'effectif du groupement. À compter du 1er janvier 2024, l'effectif d'alternants, c'est-à-dire des contrats d'apprentissage, de qualification, pour le calcul de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, sera pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice. Cette mesure n'est pas le nombre d'effectifs, à la différence de la déclaration obligatoire pour l'emploi des travailleurs handicapés, n'est pas prévu dans la DSN. Donc, en cas de contrôle, il appartiendra à l'entreprise utilisatrice de demander auprès du groupement de lui mettre à la disposition une attestation visant pour communiquant le nombre d'alternants. En cas de, ça servira au contrôle. Dans le même ordre d'idées, également, mais là, la mesure est différée. Elle sera mise en application au plus tard au 1er janvier 2026. Elle concerne le calcul de l'effectif pour les cotisations de sécurité sociale de manière générale. Toujours pareil, dans le cadre de groupements d'employeurs. Ces entreprises-là mettent à la disposition des entreprises adhérentes des salariés pour un temps de travail, pour un certain temps de travail. Cet effectif ne sera plus pris en compte pour le décompte des effectifs, ne sera plus pris en compte par le groupement, mais par l'entreprise utilisatrice, sauf pour l'application des dispositions relatives à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Oui. Donc, la mesure suivante concerne les ruptures conventionnelles. La loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023 a supprimé la distinction du régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle selon la situation du salarié qui sera en droit ou pas de bénéficier d'une pension de retraite.
Il y a donc un régime social unifié qui s'applique depuis donc, le 1er septembre 2023 sur toutes les ruptures conventionnelles individuelles. La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2024 n'a pas remis en cause ce régime, mais il a apporté en fait une clarification en précisant que les indemnités de rupture conventionnelle sont exonérées de cotisations et de CSG-CRDS dans la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale. Et la précision, c'est y compris lorsqu'elles sont imposables, à hauteur des plafonds que l'on connaît, à savoir le minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement, la moitié de l'indemnité versée, ou bien le double de la rémunération annuelle brute du salarié au cours de l'année précédente. Les slides suivants présentent en fait les différences de régime entre une rupture conventionnelle signée pour un salarié qui est en droit de bénéficier d'un régime de pension de retraite et le salarié qui n'est pas en droit de bénéficier d'un régime de pension de retraite. Donc au niveau fiscal, il y a une différence puisqu'en fonction de cette situation, l'indemnité sera soumise ou pas à l'impôt sur le revenu. En revanche, au niveau social, donc depuis l'année dernière, il y a un régime unifié avec une exonération de l'indemnité versée à hauteur des plafonds qu'on a précités, une disparition du forfait social et la création d'une indemnité spécifique de 30% sur les indemnités de rupture conventionnelle versées. Une nouvelle mesure qui concerne donc la réduction des taux de cotisation patronale maladie et allocations familiales. Donc, à partir du 1er janvier de cette année, les seuils d'application des mesures générales d'exonération de cotisation maladie et AF sont désormais fixés par décret. Il s'agit dorénavant d'un montant en euros et non plus d'une référence à un multiple du SMIC. Donc, les montants pour l'année 2024 sont de 73 382,40 € pour la cotisation allocation familiale et de 52 416 pour le taux de la cotisation assurance maladie. En revanche, pour la réduction générale de cotisation patronale, il y a toujours une référence au SMIC. Pour éviter d'avoir 2 valeurs de SMIC différentes, à savoir la réduction générale de cotisation sur un SMIC au 1er janvier 2024 et une valeur sur le SMIC au 31 décembre 2023 pour les 2 autres allègements, la Direction de la Sécurité sociale a admis à titre de tolérance pour l'année 2024 que la réduction de taux porte sur un coefficient du plafond et non pas sur la valeur du SMIC. Donc en fait, il y a une modification du coefficient pour que le SMIC pris en compte soit celui de l'année 2024 et non pas celui de l'année 2023. La mesure suivante donc concerne le régime social des pourboires, donc initialement mise en place pour soutenir le secteur de l'hôtellerie et de la restauration après la crise sanitaire. Cette mesure d'exonération est aujourd'hui prolongée en raison des difficultés qui perdurent dans le secteur, notamment compte tenu de l'inflation. Donc, depuis le 1er janvier 2022, les pourboires qui sont remis volontairement, soit directement, soit par reversement de l'employeur aux salariés qui sont en contact avec la clientèle et dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 SMIC, sont exonérés de toute cotisation, contribution sociale et impôt sur le revenu. Ces exonérations devaient prendre fin au 31 décembre 2023 et elles ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2024. La mesure suivante concerne les frais de transport et notamment les frais de transport domicile-lieu de travail. La loi de finances reconduit pour 2024 les mesures exceptionnelles qui concernaient donc ces frais de transport domicile-lieu de travail et qui étaient applicables sur les années 2022 et 2023. Donc, ces dispositions sont donc prorogées jusqu'au 31 décembre 2024 et les seuils d'exonération sont les suivants. Pour la prime de transport, il y a une exonération à hauteur de 400 € par an et par salarié pour les frais de carburant, 700 € par an et par salarié pour les frais d'alimentation d'un véhicule électrique, pour les véhicules hybrides rechargeables ou pour les véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène. Il y a également des seuils pour la prise en charge des frais engagés par un salarié dans le cadre du forfait mobilité durable et les plafonds sont de 700 € par an et par salarié. Et en cas de cumul avec une prime de transport, le montant total exonéré sera limité à 700 €, dont 400 € pour les frais de carburant. À partir de 2025, ces mesures exceptionnelles que nous venons d'évoquer ne seront plus applicables. Néanmoins, la loi de finances majore de 100 € les plafonds annuels d'exonération de droit commun pour la prime de transport ainsi que pour le forfait mobilité durable. Donc, la prime de transport et les forfaits mobilité durable seront exclus de l'assiette des cotisations et de contributions sociales dans une limite de 600 € par an et par salarié, dont 300 € au maximum pour les frais de carburant.
S'il y a cumul, forfait, mobilité durable et prise en charge obligatoire du coût des titres d'abonnement de transport public, le versement de l'employeur sera exclu de l'assiette sociale, dans la limite de 900 € par an. Je laisse la parole à Jocelyne pour la suite. Oui, merci Laurent. Une mesure de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit de prolonger temporairement les dispositifs d'exonération de cotisation pour les entreprises qui sont implantées en zone de revitalisation rurale ou dans les bassins d'emploi à revitaliser. Je ne parlerai pas ici du bassin d'emploi revitalisé puisque nous n'en avons pas en région PACA. Hein, les deux zones sont en Occitanie, en région Occitanie et dans la région Grand Est. S'agissant du dispositif ZRR, la loi de financement prévoit une prorogation du dispositif jusqu'au 30 juin 2024. Et donc une prorogation de ce dispositif et également en adaptant et adapte les différents régimes zonés qui bénéficient aux territoires ruraux avec un zonage unique qui est dénommé France Ruralité Revitalisation, hein, les ZFRRR, et avec des allégements fiscaux simplifiés. Donc, pour cela, un décret est attendu, donc des informations seront diffusées après la diffusion du décret. Autre disposition qui prévoit l'encadrement de l'avance immédiate du crédit d'impôt pour les services à la personne. Vous savez que ce crédit d'impôt est déductible directement du montant de la rémunération du service à la personne qui est prélevé sur le compte bancaire. Donc, à quoi consiste cet encadrement? C'est en fait une sécurisation du dispositif d'avance immédiate au regard des pratiques frauduleuses qui ont pu être constatées pratiquées par les organismes de service à la personne. C'est l'utilisation dans le cadre de cette avance immédiate des seuls comptes bancaires domiciliés en France, hein, ou dans la zone unique de paiement en euros. Il y a également un élargissement d'exclusion au dispositif, des possibilités d'exclusion au dispositif, hein, en cas de paiement total ou partiel des sommes, de non-paiement total ou partiel du paiement des sommes dues, d'une déclaration ou d'une acceptation de prestations fictives, une absence de justificatif, une situation de surendettement ou de liquidation judiciaire. Par ailleurs, de nouvelles sanctions sont également prévues, une majoration de 10% en cas de défaut de paiement par l'employeur et une majoration de 50% maximum en cas de déclaration de prestations fictives. Par ailleurs, l'URSSAF aura la possibilité de suspendre le dispositif lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou s'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée. Et il est également prévu de demander une garantie financière dans le cas d'une déclaration d'un acompte. Diverses mesures aussi concernant d'une part le cahier des charges qui est prévu, qui prévoit les critères permettant de déterminer les contrats de frais de santé responsables. Il faut noter que dans ce cahier des charges doit prévoir que le contrat de santé des régimes de protection sociale ne doit pas couvrir la minoration de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, hein, qui vient récemment d'être, ces frais de transport viennent d'être récemment diminués et en vue de favoriser le transport sanitaire partagé. Donc, le cahier des charges doit prévoir que le contrat de santé, pour conserver sa qualification de contrat responsable, ne doit pas prendre en charge cette minoration. Autre mesure, c'est l'inscription des entreprises étrangères auprès du guichet unique électronique.
Désormais, donc à partir du 1er janvier 2024, les entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France désignées pour appliquer leurs obligations déclaratives en matière, de déclaration et de paiement, pouvaient désigner un représentant ou un salarié ou un tiers qui résidait sur le territoire français pour effectuer ces déclarations et ces paiements. En l'état de la mise en place du guichet unique électronique, les entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France passeront par le guichet unique pour faire cette déclaration des contributions et cotisations sociales, sachant que le paiement se fera toujours auprès de l'URSSAF, firme étrangère. Une mesure qui entre en vigueur au 1er janvier 2024 concerne le transfert la possibilité de transférer aux URSSAF le recouvrement des contributions conventionnelles de formation et au dialogue social par la signature d'une convention entre les branches professionnelles et l'URSSAF. Actuellement, ces contributions conventionnelles de formation et au dialogue social sont regroupées par les OPCO, les opérateurs de compétences. La loi de finances fixe les modalités de ce droit d'option pour les branches professionnelles qui souhaitent transférer ce recouvrement aux URSSAF. Donc, elle est applicable, elle entre en vigueur au 1er janvier 2024, mais elle ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2026. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Laurent pour la suite des mesures. Merci. La suite des mesures, donc la LFSF pour 2024 prévoit notamment 2 mesures relatives au contrôle et à la lutte contre le travail dissimulé. Donc la première mesure, c'est la création d'un délit de facilitation de la fraude sociale au bénéfice d'un tiers. Donc qu'est-ce qu'il faut entendre par ce délit? C'est la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux d'un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu d'un organisme de protection sociale. Donc ce délit est sanctionné d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende. Ces peines peuvent être portées à 5 ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si la mise à disposition de moyens est commise en utilisant un service de communication en ligne public ou lorsqu'elle est commise en bande organisée. La deuxième mesure concerne la modification du périmètre du délit d'incitation à la fraude sociale. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par cette incitation? C'est le fait d'inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à se soustraire à l'obligation de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, se soustraire à la déclaration et au paiement de cotisations et contributions sociales dues, obtenir frauduleusement le versement de prestations, d'allocations, d'avantages servis par un organisme de protection sociale, ou enfin refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale. Donc, les peines encourues sont de 3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. L'amende pourra être portée à 250 000 € lorsque le refus par les assujettis de se conformer à ces obligations est organisé par voie de fait, menace, manœuvre concertée. Donc là, on a vu l'ensemble des mesures qui étaient prévues par la LFSS 2024 et la LF 2024. Il y a quelques mesures que l'on va voir assez rapidement qui sont prévues par d'autres textes, mais qui rentrent en vigueur en 2024. Donc, la première mesure concerne le dispositif du bonus-malus. Donc, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, il y a une modulation du taux de la contribution patronale d'assurance chômage, donc qui est dite bonus-malus, qui a été mise en œuvre pour limiter les recours excessifs au contrat court. Donc, ce dispositif de bonus-malus est prolongé jusqu'au 31 août 2024, avec une possibilité pour les employeurs ou leurs tiers déclarants de demander auprès de l'URSSAF la transmission des listes des contrats de travail qui ont pris fin. La nouveauté, ça se concerne plutôt l'articulation avec la réduction générale, en sachant que le paramètre T de la formule de calcul de la réduction générale de cotisation prend toujours en compte un taux de contribution d'assurance chômage de 4,05, et ce, peu importe que ce taux soit minoré ou majoré dans le cadre du dispositif de bonus-malus.
La disposition suivante concerne également donc, la réduction générale et notamment le plafonnement en cas de majoration. Donc, le montant de la réduction générale qui sera calculé pour un salarié ne peut pas être supérieur au montant des cotisations patronales éligibles à la mesure. Il y a donc des modalités spécifiques dans deux cas. En cas d'application du taux bonus, que l'on vient de voir, bonus-malus de l'assurance chômage, mais également en cas d'application d'une majoration, et notamment pour les entreprises qui adhèrent à une caisse de congés payés. Dans ce cas-là, le plafonnement de la réduction générale sera égal au plus petit des deux montants suivants, soit le montant de la cotisation éligible due au titre du salarié augmenté du coefficient de majoration, soit le montant des parts patronales qui sont dues au titre de ce salarié. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en cas de cumul de deux situations, à savoir le taux bonus d'assurance chômage ainsi que le coefficient de majoration, l'employeur devra retenir la règle de plafonnement qui sera applicable en cas de taux bonus. Ces mesures de plafonnement sont également applicables pour les exonérations l'ODEOM et à l'exonération aide à domicile. La mesure suivante concerne donc les Jeux Olympiques 2024. Le ministre délégué auprès du ministre chargé des comptes publics a ajouté dans la liste des événements pouvant justifier l'attribution de bons d'achat les JO 2024. Donc, il y a des spécificités qui sont relatives à ce nouvel événement, notamment la valeur, parce que le seuil à retenir pour apprécier si la valeur des bons ou des cadeaux est conforme aux usages s'élèvera à 25% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 966 € par salarié. Les bons d'achat doivent être utilisables uniquement dans des boutiques officielles de la compétition, que ce soit sur Internet ou dans les boutiques. Les cadeaux offerts, billets, transports, hébergements, etc., ne doivent provenir que de ces mêmes boutiques. Et enfin, une précision, c'est que les bons d'achat ou les cadeaux en nature pourront être attribués directement par l'employeur, et ce, même en présence d'un CSE. Sur les sapeurs-pompiers volontaires, dans le cadre du renforcement de la prévention et de la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, a été instituée une réduction de cotisation patronale pour les sapeurs-pompiers volontaires. Donc, tous les salariés recrutés à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2026, lorsque ceux-ci sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires, seront éligibles à la réduction. Il en va de même pour les salariés qui font déjà partie des effectifs de l'employeur et qui deviennent sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre ces mêmes dates. Le montant de la réduction s'élève à 2 000 € maximum par an et par salarié, dans la limite bien sûr des contributions sociales, et pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC. En cas d'entrée-sortie ou de temps partiel, il y a une proratisation de cet allègement. Ce qu'il faut noter, c'est que si un employeur emploie plusieurs salariés qui sont sapeurs-pompiers volontaires, le montant cumulé de cette réduction ne pourra pas excéder 10 000 €. En cas de contrôle, l'employeur devra pouvoir présenter aux inspecteurs ou contrôleurs une attestation qui sera délivrée par le SDIS. La déduction forfaitaire spécifique, donc, elle est progressivement supprimée dans certains secteurs d'activité. Il y a donc une extension à 3 nouveaux secteurs, donc les casinos, les cercles de jeux, le spectacle vivant et les spectacles enregistrés, ainsi que les VRP. Il y a 2 tolérances qui s'appliquent dans le cadre de cette sortie progressive, à savoir le bénéfice de la déduction, même en cas d'absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié, et le cumul possible de la déduction avec tous les remboursements de frais professionnels tels qu'ils relèvent de l'arrêté du 20 décembre 2002. Pour rappel, les autres secteurs qui sont concernés par cette sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique sont le secteur de la propreté, de la construction, les transports routiers de marchandises, l'aviation civile, ainsi que les journalistes. Pour rappel, donc, il y a un dispositif de la prime de partage de la valeur. Donc, ce sont un dispositif qui est applicable aux primes qui sont versées à partir du 1er juillet 2022. Il y a un dispositif spécifique à partir du 1er janvier 2024 avec une possibilité d'octroyer 2 PPV par année civile dans une même limite que vous connaissez déjà, les 3 000 € et les 6 000 €, mais ce, avec uniquement un versement par trimestre. Ça concerne les entreprises de moins de 50 salariés et il y a une exonération de cotisation CSG-CRDS et forfait social pour les primes qui sont versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. Les salariés qui sont bénéficiaires de cette PPV pourront choisir d'en affecter tout ou partie à un plan d'épargne salariale ou à un plan d'épargne retraite. Si les primes versées respectent les conditions de plafonnement, les sommes affectées sont également exonérées d'impôt sur le revenu dans ces mêmes limites.
Et enfin, donc la dernière mesure concerne le montant net social. Donc le montant net social est constitué de toutes les sommes brutes qui correspondent aux rémunérations et revenus de remplacement qui sont versés par les employeurs à leurs salariés, salaires, primes, rémunérations, etc. Ces montants est diminué des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables. Il correspond également aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations. Donc, comme vous le savez, depuis le 1er juillet 2023, le montant net social doit être renseigné sur les bulletins de salaire des salariés. Mais la nouveauté, c'est que depuis le 1er janvier de cette année, le montant net social doit également être déclaré en DSN. Merci. Alors, merci beaucoup, Jocelyne et Laurent, pour l'ensemble de ces informations. Nous allons à présent passer à la partie 2 de cette webconférence et je vais céder la parole à Agnès qui va nous parler de l'offre dédiée à la profession des experts comptables. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Agnès Elletti, je suis membre de l'équipe en charge de l'offre expert comptable. Je vous propose de poursuivre cette seconde partie de cette webconférence en vous présentant l'offre et ses actualités. Cette offre que vous connaissez est configurée pour vous, experts comptables. Elle permet de fluidifier la gestion des dossiers pour les deux parties dans une logique d'efficacité. Elle permet également de proposer un niveau de service aux experts comptables dans la gestion de vos portefeuilles clients. Elle est destinée à qui? À tous les cabinets comptables implantés en région PACA pour leurs clients gérés par notre organisme, hormis le public des grands comptes. Nous aborderons tout d'abord le déploiement désormais total de notre offre de services. Nous continuerons par la nouveauté 2023, à savoir des contenus sur mesure. Et enfin, nous reviendrons sur l'ambition d'Execo et la volonté de l'URSSAF pour vous offrir un supplément de service en cas de difficultés persistantes. L'URSSAF PACA avons déployé totalement au cours de l'année 2023 une offre de service. Le lancement des 3 volets de l'offre s'est étalé sur 18 mois avec une évolution significative au cours du premier semestre 2022 avec le déploiement du volet 1, réponse aux demandes bloquantes urgentes n'ayant pas été résolues par les canaux classiques. Au second semestre 2022, avec le déploiement du volet 2, à savoir la revue de dossier. Et enfin, le volet 3, dans le cadre de la diffusion de contenu, de capsules et d'infographies. Actuellement, nous comptabilisons 658 cabinets comptables qui bénéficient de notre offre, ce qui montre que notre offre est bien en place avec encore des possibilités d'expansion. Désormais, notre bouquet de services est accessible directement depuis nos pages régionales paca.ursaf.fr. Dans la rubrique partenaires, il vous suffit de découvrir l'offre en cliquant sur l'offre dédiée aux experts comptables. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur execo.ursaf.fr pour accéder directement à notre point d'entrée unique. C'est toujours sur cette page que vous retrouverez le lien execo.ursaf.fr. Pour formuler une demande, il conviendra de vous inscrire sur le site.
Sur le formulaire, vous devrez sélectionner un motif, indiquer les références du compte concerné, détailler votre demande. Vous pouvez également joindre des documents. Passons à présent aux nouveautés à travers l'accès en ligne des capsules vidéo et infographies ou fiches pratiques. À quoi ça sert? Ça sert à vous accompagner au quotidien dans votre gestion pour des informations d'ordre général ou sur des sujets d'actualité. Nos capsules sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez d'ici quelques jours le replay de cette webconférence. Vous avez accès aux 4 capsules sur les thèmes de la DSN, l'action sanitaire et sociale pour les travailleurs indépendants, la gestion de votre espace en ligne et également l'action de vigilance. La prochaine capsule en présentation concernera le parcours du recouvrement. Nous mettons également à votre disposition des infographies. La première publiée concerne les mesures Covid, la seconde, la cyberattaque. Le rattachement à votre compte tiers déclarant a été publié pas plus tard qu'hier. Et une dernière à venir avec un sujet plus spécifique qui concernera l'affiliation des notaires en société. Nous vous rappelons que vous pouvez également nous proposer des sujets de capsules ou de fiches pratiques sur le site Execo en sélectionnant le motif « Besoin d'informations générales de l'URSSAF ». Et maintenant, on va revenir sur le supplément de service en cas de difficulté. Si vous rencontrez un problème persistant sur un dossier employeur ou travailleur indépendant, et si vous ne l'avez pas déjà fait, créez votre compte sur le site execo.ursaf.fr. Sélectionnez un motif parmi les 8 proposés et faites-nous parvenir votre demande. Une réponse vous sera apportée par nos experts dans un délai moyen de 4 jours. Pour finir, nous allons illustrer ce dernier avec quelques exemples reçus sur Execo. Dans cet exemple, il s'agit d'un problème bloquant empêchant d'accéder à l'espace en ligne. Après une première demande, un nouveau mot de passe a été attribué, mais le comptable n'avait toujours pas accès à l'espace en ligne de ses clients. Notre service a échangé avec le cabinet comptable. Le problème de connexion a été résolu et l'ensemble des clients rattachés au portefeuille. J'en profite pour vous rappeler qu'il est important de faire du propre dans votre portefeuille, notamment dans le cas de sirettes radiées ou lors d'un départ de tiers déclarant. Dans ce second exemple, il s'agit d'une revue de dossier pour 5 clients avec l'explication de la problématique pour chacun. Après un premier contact, un rendez-vous a été fixé 13 jours après pour pouvoir étudier chaque dossier de bout en bout. Lors du rendez-vous par visio, nous avons pu expliquer l'état des débits,
repointer certains paiements, expliquer la rupture des échéanciers, les conditions pour une nouvelle proposition de délai et, le cas échéant, les voies de recours. Enfin, dans ce troisième exemple, il s'agit d'une situation bloquante et urgente suite à une modification de la forme juridique en SARL. Quelques mois après les démarches, le compte du gérant majoritaire n'était toujours pas créé à l'URSSAF. Nous avons fait le nécessaire auprès de nos services et affilié le gérant afin de pouvoir lui appeler les cotisations provisionnelles sur son compte travailleur non salarié. En résumé, ne restez pas sur une situation bloquée avec l'URSSAF et bénéficiez de l'offre spécifique dédiée à votre profession. Merci beaucoup Agnès pour ces informations essentielles pour nos auditeurs. Alors, à présent, je vous propose d'aborder la dernière partie de notre présentation et je laisse la parole à Aurélia qui va nous parler de la DSN. Merci Séverine, bonjour à tous. Je suis Aurélia Mazard, également avec Agnès Séletti sur l'offre expert comptable et plus spécifiquement sur la partie DSN. On avait déjà parlé un petit peu de l'année dernière lors de la webconférence sur ces nouveaux contrôles et les comptes rendus métiers. Donc, on va reparler un petit peu de ces nouveaux contrôles liés à la DSN. Nous verrons également les outils et la documentation que vous pouvez utiliser pour résoudre toutes ces anomalies. Et puis aussi un petit point sur des anomalies récurrentes que vous pouvez retrouver sur certaines DSN en compte. Donc, vraiment, ça fait vraiment plusieurs années maintenant que le réseau des URSSAF est engagé sur cette fiabilisation des données déclaratives. On essaye vraiment de faire au mieux pour que les DSN soient le plus propres possible. Et donc, la branche, on a mis en place une nouvelle stratégie de fiabilisation de ces données. Alors, dans quel but? Donc, c'est vraiment améliorer la qualité des données qui sont déclarées en DSN, mais aussi vraiment sécuriser le recouvrement et les droits des salariés qui sont déclarés. Alors, comment? Eh bien, on va vraiment mieux vous accompagner et puis suivre aussi la résolution de toutes ces anomalies déclaratives. Et puis également, on met en place progressivement, ça s'accélère un petit peu, une fiabilisation au fil de l'eau avec de nouveaux contrôles. Il y en a eu encore quelques-uns de nouveaux depuis début janvier 2024. Alors, ces contrôles, ils sont de 3 types qui sont mis en place. Tout d'abord, des contrôles qui vont se faire uniquement sur les données agrégées. Ça va être les contrôles qu'on appelle DA, donc les initiales DA, et donc ils vont porter uniquement sur les données des blocs 23 que vous transmettez et qui sont adressés seulement à l'URSSAF. Ensuite, on aura des contrôles spécifiquement sur les données individuelles, ou contrôle aussi DI, et qui permettent vraiment de garantir la présence et la cohérence de toutes ces données. Et pour la plupart de ces contrôles en données individuelles, on aura le nom des salariés concernés par les anomalies qui ressortira dans les comptes rendus métiers. Et enfin, des contrôles qui vont comparer la cohérence entre les données individuelles et les données agrégées. On appelle aussi les contrôles DIDA. Et là, on va venir comparer les données qui sont indiquées en bloc 23 avec les données renseignées dans les blocs 78, 81 notamment. Et puis d'autres au fil de l'eau vont venir s'ajouter. Alors, quels sont les outils qui sont à votre disposition pour venir résoudre ces anomalies? On a tout d'abord le cahier technique de la DSN qui est mis à jour tous les ans. C'est vraiment le document de référence de la DSN. Il va décrire en fait le contenu et la structure de la DSN, vraiment de la première structure à la dernière. C'est vraiment un dictionnaire un petit peu de la DSN. En complément de ce cahier technique, vous avez le guide déclaratif qui a été fait par l'URSSAF Caisse nationale. Il est vraiment complémentaire, il va vous donner les modalités en fait, de déclaration
pour certains CTP, on va dire les plus utilisés, ou aussi les CTP qui vont être un petit peu nouveaux dans la nomenclature, il va vous donner en fait, les modalités de déclaration à la fois pour la partie agrégée et pour la partie individuelle, donc avec des fois des explications sur tel ou tel CTP. Et puis, vous aurez aussi une partie sur les principes et les modalités de régularisation, comment faire des blocs régules, ne pas se tromper en adressant un bloc régularisation. Dans ce même guide, en page 9 du guide déclaratif, vous retrouverez le tableau d'équivalence données individuelles et données agrégées. C'est un fichier Excel en fait qui va regrouper, alors là pour le coup, l'ensemble des CTP du 001, donc vraiment au dernier possible à utiliser. Et là, vous allez retrouver pour chacun de ces CTP, donc à la fois ce qui est indiqué en données agrégées, mais aussi donc, sur la même ligne, ce qui est indiqué en données individuelles et plus particulièrement ce qui sera complété dans les blocs 78, 79 et 81. Alors, moi, je vous invite vraiment à aller vérifier ce fichier d'équivalence. Ça peut aider quand on a les comptes rendus métiers et qu'on sait à peu près où chercher l'anomalie. Vous avez également les fiches consignes sur le site Net Entreprise. Donc là, c'est sur le site internet de Net Entreprise avec la base de connaissances et vous pouvez rentrer n'importe quel mot-clé dans cette base de connaissances et vous aurez accès à vraiment plusieurs fiches consignes selon le thème abordé. Et donc, vous pouvez là aussi retrouver pas mal d'éléments d'information sur le mot-clé renseigné, et puis aussi des exemples en DSN. Donc, ça peut être assez utile là aussi pour régulariser les anomalies. Et pour finir, l'outil qui a été mis en place depuis l'année dernière, l'outil suivi DSN, qu'on met à votre disposition sur votre espace en ligne URSSAF, sur le site ursaf.fr. Vous avez donc cette page d'accueil quand vous ouvrez l'outil, avec tout en haut à droite la sélection des périodes. Donc, vous pouvez aller sur l'année, bien sûr, en cours et l'année N-1. On peut revenir sur l'année N-1. Ensuite, vous avez la partie du milieu sur le statut des anomalies que rencontre le client concerné, avec donc un code couleur en rose les anomalies qui restent en fait encore à consulter, le pourcentage d'anomalies qui restent à consulter, et en jaune, les anomalies qui ont été consultées par vos soins et pour lesquelles vous aurez consulté aussi l'arbre de décision et répondu, si vous le souhaitiez, à quelques questions. Et pour finir, vous avez les 3 visions possibles des anomalies par établissement, par individu et par typologie d'anomalie. Alors, par établissement, sachez que dans cette vision-là, vous avez vraiment une précision sur les montants qui seraient en erreur et surtout les écarts constatés par l'anomalie. Donc, cette vision-là peut être privilégiée si vous souhaitez aller un petit peu plus vite sur les données qui sont impactées. Ensuite, par individu, là, vous allez rencontrer seulement normalement les anomalies qui sont sur les données individuelles pures. Et pour la plupart de ces anomalies-là, vous aurez en fait, le nom des salariés, nom et prénom des salariés qui sont impactés par l'anomalie rencontrée. Donc là aussi, une précision sur l'anomalie qui en ressort. Et puis la dernière par typologie d'anomalie. Mais dans tous les cas, par les 3 visions, vous avez à chaque fois accès aux mêmes anomalies, bien entendu, à la fin. Ensuite, quand vous cliquez sur une des visions impossibles, vous allez avoir cette page-là qui s'affiche avec donc à la fois un onglet anomalies par établissement et les individus impactés par les anomalies. Pour l'onglet anomalies de l'établissement, vous aurez là les contrôles sur les données agrégées et aussi les contrôles sur les données individuelles et les données agrégées, la cohérence entre les deux. Et dans l'onglet individus impactés par les anomalies, là, vous allez retrouver seulement les anomalies DI sur les données individuelles pures. Ensuite, vous avez donc une ligne par anomalie. Donc, il y a une petite modification depuis quelques mois maintenant. C'est vraiment donc, une ligne par anomalie avec donc, tous les mois de l'année qui sont indiqués. Et on retrouve le même code couleur sur cette petite réglette
Donc, selon voilà, si l'anomalie a été consultée ou non, et selon si le mois est impacté par une ou plusieurs anomalies. Et une fois donc, que vous avez repéré le mois concerné par l'anomalie, que vous cliquez sur le mois concerné, vous avez donc cette page-là qui va s'afficher, donc qui est toujours la même hein, selon l'anomalie rencontrée, avec en première partie le descriptif de l'anomalie, le libellé, la référence technique. La référence technique, une petite précision, vous pouvez cliquer dessus et faire un copier-coller. Ça peut être assez intéressant si vous souhaitez ensuite faire une demande par écrit, par un formulaire de contact à l'URSSAF, et vous pourrez donc recopier coller cette référence-là qui peut nous aider aussi en interne pour retrouver plus rapidement l'anomalie que vous souhaitez nous indiquer. Donc avec le descriptif hein, là aussi de l'erreur identifiée. Et en seconde partie, les actions qui vont être attendues de votre part. Et donc, c'est là l'arbre de décision et les quelques questions qui vous sont posées si vous n'arrivez pas à comprendre voilà, au mieux l'anomalie et pouvoir résoudre via votre logiciel de paie. Et c'est une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions que vous pourrez en fait télécharger comme un petit compte rendu des actions qui sont attendues de votre part et que vous pourrez bien sûr donc garder sur votre ordinateur, puisque hein, vous vous rappelez que si l'anomalie est correctement corrigée, elle va bien sûr disparaître de cet outil suivi des DSN. Alors, pour finir, quelques anomalies donc, qui ont été soulevées en région et puis au niveau national, les anomalies un petit peu récurrentes que l'on va retrouver tous les mois. Alors, concernant tout d'abord les contrôles sur les données agrégées pures, on a l'anomalie DA059 sur les taux AT erronés. Alors, cette anomalie, on la rencontre souvent en début d'année, avec les changements de taux qu'il y a en début de chaque année civile. Donc là, vraiment, on vous invite à aller vérifier hein, ce taux ATMP sur votre compte ATMP, qui est accessible depuis l'espace Net Entreprise. Ensuite, on a l'anomalie DA-PA24 sur l'absence de CTP AGS en présence d'un CTP 100 du régime général. Donc, toujours avec ce souci d'équivalence et de logique entre les données agrégées et les données individuelles, mais par exemple sur les données agrégées, vraiment, il faut, si vous déclarez une assiette sur le CTP 100 du régime général, une assiette bien sûr positive, vous devez avoir le même montant qui doit être déclaré sur le CTP 937 pour la cotisation AGS. On a rencontré cette anomalie surtout avec les mandataires sociaux. On s'est rendu compte que pour certains cotisants, ils étaient déclarés à tort sur le CTP 100, alors que bien sûr, on sait bien qu'ils ne doivent pas cotiser à la cotisation AGS. Donc forcément, l'anomalie ressortait. Mais ces mandataires sociaux doivent être déclarés sur le code type 863. Une petite exception, par contre, là qu'on voit depuis quelques mois aussi, les conjoints du mandataire, le conjoint du mandataire social. Donc là, ce n'est pas un mandataire social, son conjoint, donc il doit bien être déclaré sur le CTP 100, le régime général. Pour autant, il n'a pas à déclarer de cotisation AGS. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir vers l'URSSAF et surtout à nous envoyer le document de France Travail, ex-Pôle emploi, pour nous indiquer que ce cotisant ne doit pas cotiser à l'AGS. Ensuite, on a l'anomalie DA263 sur la différence entre le montant calculé et le montant déclaré. Donc là, c'est une anomalie qu'on retrouve assez fréquemment. Tout simplement, en fait, nous calculons un montant différent de ce que vous calculez en fin de DSN. Alors, c'est très souvent des problèmes de paramétrage avec le logiciel de paye ou des problèmes de taux de cotisation ou de qualifiant d'assiette. Alors là, vraiment, on insiste pour que vous puissiez, dans des cas comme celui-ci, de bien revoir la totalité de la DSN et surtout à des taux qui sont indiqués dans votre déclaration. Ensuite, cette anomalie récurrente sur la partie plutôt données individuelles pures. On va avoir la DIPA 18, l'absence de code commune dans le bloc 81 pour le versement mobilité.
Si vous déclarez une assiette sur au versement mobilité, si la commune doit régler le versement mobilité, vous devez absolument déclarer le code commune INSEE dans le bloc 81 aussi, à la rubrique 005, donc bien le code commune et pas le code postal. Ensuite, on a la DI AC 78A, l'incohérence entre le montant d'assiette de l'assurance chômage des blocs 78 et 81. Donc là aussi, on retrouve à chaque fois cette logique de cohérence dans tous les blocs. Donc là, si vous déclarez un certain montant au code de base assujetti 07, qui est l'assiette des contributions d'assurance chômage, dans le bloc 78, vous devez reporter ce même montant d'assiette dans le bloc 81 au code 040. Si les deux montants sont différents, l'anomalie va ressortir. Donc vraiment, il faut que tous ces montants soient cohérents entre eux. Et ensuite, pour finir sur le contrôle DI, la DI Q01, qui est pas mal d'anomalies sur la quotité de travail. Donc là, c'est la cohérence entre la modalité d'exercice du temps de travail et la quotité de travail. Ça paraît là aussi assez logique, hein, si vous avez une modalité d'exercice du temps de travail qui est déclarée en bloc 40, qui est donc à temps plein ou à temps partiel, selon la plupart du temps, vous devez avoir une quotité de travail qui fait référence, qui doit être cohérent avec ce temps plein ou ce temps partiel. Donc, dans la quotité de travail, vous avez le nombre d'heures et le temps de travail du salarié que le salarié effectue chaque mois. Un exemple tout bête, si la quotité de travail est de 35 heures par semaine, vous devez avoir une valeur qui est indiquée en bloc 40, qui est la valeur 10 temps plein. Par contre, c'est aussi la quotité de travail du salarié est inférieure à la durée du travail, donc moins de 35 heures par semaine, vous avez forcément une modalité d'exercice du temps de travail qui est à temps partiel, qui doit être indiquée à temps partiel dans le bloc 40 à la rubrique 14. Et enfin, les anomalies récurrentes sur les données individuelles et données agrégées, donc la cohérence entre les deux données. On a tout d'abord la DIDA EXO 11I2. C'est la cohérence des assiettes plafonnées pour les apprentis. Donc là aussi, si vous avez un montant d'assiette plafonné qui est indiqué pour les apprentis, donc très souvent dans le code par exemple 726 en données agrégées au bloc 23, ce même montant, on doit le retrouver dans le bloc 81 avec les valeurs 001 ou 002 selon la catégorie de l'apprenti. Et tout ça doit être rattaché à une base assujettie plafonnée dans le bloc 78 avec la valeur 0,2. Et vraiment, tous ces montants-là doivent être cohérents et on doit retrouver les mêmes montants dans tous ces blocs-là. Ensuite, on a la DIDA AC81A. Là, on retrouve un contrôle sur les assiettes chômage entre les blocs 81 et les blocs 23, les données agrégées. Donc, encore une fois, si vous indiquez une certaine somme, une assiette déplafonnée pour notamment les CTP 772 ou 423, la plupart du temps, ceux qui sont utilisés en données agrégées, en bloc 23, nous devons retrouver cette même somme d'assiettes en bloc 81 au code 040. Et enfin, pour finir, là aussi, celle-ci, on la retrouve assez souvent, la DIDA CD07. Là, c'est sur des assiettes déplafonnées individuelles et agrégées. Donc là, on va retrouver les blocs 78 et aussi 23. Donc, ce que vous allez déclarer en assiette déplafonnée dans les données agrégées, donc dans les blocs 23, on doit retrouver ces mêmes montants dans le bloc 78 avec la valeur 0,3. Donc vraiment tout ça, toutes ces précisions-là que je viens d'énumérer, on les retrouve à chaque fois dans les comptes rendus métiers et avec potentiellement les différentes assiettes énoncées et les écarts qui peuvent être constatés. Merci Aurélia et merci à l'ensemble de nos intervenants. Alors, c'est à présent le moment de répondre à quelques questions, à vos questions. Je propose de débuter par une question qui relève des nouvelles mesures. Laurent, qu'a apporté la LFSS 2024 sur le traitement social des indemnités de rupture conventionnelle?
La LFSS n'a pas vraiment apporté de modification par rapport au régime qui est en vigueur depuis l'année 2023. En revanche, en fait, elle clarifie l'article L242 du Code de la sécurité sociale en alignant le régime social de l'indemnité qui est versée, quelle que soit en fait la situation du salarié au regard du droit de bénéficier ou pas d'un régime de retraite. Et donc, quel que soit en fait le traitement fiscal de l'indemnité versée. D'accord. Merci Laurent. Jocelyne, une autre question. En cas de contrôle, que faire si la valeur des cadeaux en nature ou bons d'achat en lien avec les JO 2024 dépasse la limite d'exonération? Ah oui, alors dans le cadre d'un contrôle, l'inspecteur va faire masse de l'ensemble des bons d'achat et des cadeaux qui sont en lien avec les JO et va vérifier que la valeur ne dépasse pas le montant, la limite d'exonération qui est pour 2024 de 966 €. Et en cas de dépassement de ce seuil, seule la fraction qui dépassera ce montant, la fraction excédentaire, sera soumise à cotisation et contribution sociale. D'accord. Merci Jocelyne. Laurent, concernant le dispositif de sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique pour les 3 nouveaux secteurs, et plus précisément au regard du consentement des salariés, comment doit être gérée cette condition? En fait, il faut distinguer deux situations. Si le consentement a été recueilli pour une durée indéterminée, donc en fait, elle va couvrir pour ses salariés, le consentement va couvrir pour ses salariés toute la période qui reste jusqu'à la disparition du dispositif. En revanche, si le consentement des salariés n'a été recueilli que pour une durée déterminée, il ne s'appliquera que sur cette durée. Et donc, en fait, à l'issue de cette première période, il sera nécessaire de renouveler le consentement jusqu'à la suppression du dispositif de déduction forfaitaire spécifique. D'accord. Merci Laurent. Et enfin, nous allons prendre une dernière question. Jocelyne, comment s'apprécie la limite du plafond lorsque 2 primes de partage de la valeur sont versées sur une même année? D'accord. Donc, il s'agit d'une limite qui s'apprécie sur le montant global des primes qui sont versées dans l'année. Donc, on va rappeler, le montant de la prime de partage de la valeur s'élève à 3 000 € maximum par an et par bénéficiaire. Et il est porté à 6 000 € dans les entreprises qui ont mis en œuvre un contrat, un accord d'intéressement ou de participation volontaire. D'accord. Merci beaucoup à vous deux. Nous allons à présent prendre une question pour Agnès. Agnès, lorsque je dois réaliser une demande de rattachement de compte d'un de mes clients, comment dois-je procéder? Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous dans le cadre d'un rattachement de clients à votre portefeuille. Vous pouvez effectuer votre démarche directement sur votre espace en ligne tiers déclarant en allant dans Accueil, ajouter un compte, saisir le numéro SIRAN du compte à rattacher et inscrire. Si vous souhaitez par contre un accompagnement, vous pouvez retrouver l'infographie et la capsule à ce sujet sur notre site paca.ursaf.fr via la rubrique partenaires dans offres dédiées aux experts comptables. Enfin, vous pouvez également prendre connaissance des fiches pratiques accessibles via le site monnouvelleespace.ursaf.fr. Enfin, si vous contactez le 3957, il convient pour nous permettre de traiter la demande de nous fournir le numéro de compte et non pas le numéro SIRAN. Merci beaucoup Agnès. Et nous avons eu également quelques questions sur la DSN. Aurélia, comment suis-je informée des anomalies? Alors, si une anomalie est détectée par le système, vous avez en fait une notification qui vous est adressée sur la boîte mail de l'abonné en fait, qui est abonné en fait, au service suivi DSN du client concerné. Et donc, cette notification va vous inviter à consulter l'outil suivi DSN et les différents comptes rendus métiers. Et sachez que donc, les comptes rendus sont aussi disponibles sur le tableau de bord d'être entreprise. Merci beaucoup Aurélia. Une deuxième question, comment sont prises en compte mes corrections?
Alors, les corrections, alors soit vous visualisez l'anomalie avant la date d'échéance. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait envoyer une DSN annule et remplace pour pouvoir, bien sûr, corriger rapidement l'anomalie rencontrée. Sinon, si vous vous rendez compte de l'anomalie au moment de l'échéance ou quelques jours après, là, vous n'aurez pas d'autre choix que d'adresser un bloc régularisation lors de la prochaine DSN. Alors, si le bloc régularisation est bien fait et correctement réalisé, l'anomalie va être régularisée et elle va disparaître du suivi DSN et ça sera mis à jour. Par contre, si ça n'est pas bien réalisé, là, l'outil suivi DSN vous indiquera toujours l'anomalie rencontrée. D'accord. Très bien. Et si je ne corrige pas, quel est l'impact pour l'entreprise et pour les salariés? Alors, s'il n'y a pas de correction faite, donc déjà pour l'entreprise, c'est un manquement aux obligations déclaratives. Et puis pour les salariés, vraiment, c'est susceptible d'affecter le calcul des droits des salariés pour la retraite ou pour d'autres prestations. D'accord. Et enfin, si je ne suis pas d'accord, comment je peux le signaler à l'URSSAF? Alors là, vous avez deux possibilités. Donc, par l'outil suivi DSN, vous pouvez, donc, si vous souhaitez contester ou même bien avoir des précisions sur un contrôle précisément, une anomalie, soit vous pouvez cliquer sur le bouton envoyer un message. Et là, ça permet d'ouvrir en fait un formulaire de contact où vous pourrez rédiger votre demande par écrit. Sinon, vous avez aussi depuis quelques mois un bouton demander à être rappelé. Et là, c'est un formulaire de contact où vous allez pouvoir donc, demander à être rappelé avec des créneaux de rappel de préférence. Alors, merci Aurélia, merci à tous. Nous arrivons à présent au point de cette présentation. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions concernant le support de présentation. Le replay, comme je l'ai indiqué en début de présentation, sera disponible directement sur le site internet de l'Ordre des experts comptables. Donc, vous pourrez y avoir accès. Donc, un grand merci à vous tous. Merci à vous de nous avoir suivis si nombreux aujourd'hui. Merci à l'ensemble de nos intervenants et à bientôt pour une prochaine présentation.